France, 1916. Une nouvelle machine à tuer fait son entrée sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale, le char d'assaut. Sa mission, écraser des défenses allemandes et mettre fin à 2 ans de guerre de tranchées. Le char d'assaut a transformé la conduite de guerre pour toujours. Ce monstre mobile de 28 tonnes crée la panique au sein des lignes allemandes. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils n'avaient jamais vu ce genre d'engin. Les Allemands répliquent par une puissance de feu meurtrière. Ils étaient assis dans des cercueils de métal qui pouvaient se transformer en brasier en quelques secondes. L'ennemi construit aussi son propre char. Les balles de mitrailleuses frappaient sur le char. C'était la mort qui cognait à leur porte. Le visage de la guerre ne sera plus jamais le même. Voici l'histoire des premiers grands combats de chars d'assaut. Le char d'assaut est le roi incontesté du champ de bataille. Au XXe siècle, il est l'élément crucial de la conduite de guerre contemporaine et le facteur déterminant de plusieurs grands combats historiques. L'histoire du char d'assaut commence au début du XXe siècle, lors des luttes acharnées de la Première Guerre mondiale. En 1916, la Grande Guerre devenait une impasse. C'était une guerre de tranchées. Les Britanniques et les Français d'un côté et les Allemands de l'autre. Un réseau de 700 km de tranchées, de barbelés et de mitrailleuses traverse le territoire de la Belgique et de la France. On le surnomme le Front de l'Ouest. En 1916, les stratégies militaires étaient basées sur l'infanterie, qui était ralentie par les mitrailleuses, les nombreuses tranchées et les barbelés. Dès le début de la guerre, on cherchait un moyen de contourner tous ces obstacles. Pour résoudre le problème, les Britanniques se tournent vers le véhicule chenillé. Mais l'idée d'une arme mobile sur le champ de bataille ne date pas d'hier. Des éléphants de guerre d'Hannibal, en passant par les conceptions de Léonard de Vinci, jusqu'aux cuirassés de la science-fiction de H.G. Wells. Les Britanniques lancent un programme d'armement secret qu'ils appellent le Tank Project, pour laisser croire aux espions allemands qu'il s'agit d'un réservoir d'eau. Mais en réalité, le tank des Anglais est une machine à tuer mobile. Le char d'assaut a joué un rôle important durant la Grande Guerre. Pour la première fois, on combinait le blindage, la puissance de feu et la technologie de chenille. Le 29 janvier 1916, les Britanniques dévoilent leur premier char d'assaut, le Mark I. Équipé de 2 énormes chenilles de 20 mètres de longueur, le Mark I est conçu pour enjamber les tranchées les plus larges. Il est armé de 2 canons navals de 6 livres ou de 4 mitrailleuses Vickers. 2 roues à l'arrière aident à sa stabilité. Mais le Mark I est lent, encombrant et requiert plusieurs soldats pour le manipuler. Ils étaient 8 dans ce char. 4 hommes pour manipuler les armes et 4 autres pour conduire le véhicule. L'intérieur de ce char est presque identique à celui qui était utilisé sur la Somme en septembre 1916.
Avec la bataille de la Somme qui s'étend sur 5 mois en 1916, Douglas Haig souhaite résoudre l'impasse qui dure déjà depuis 2 ans. En septembre, les pertes alliées s'élèvent à 300 000 hommes. Dans l'espoir de mettre fin au carnage, Haig se tourne vers cette nouvelle arme. Il voulait utiliser les chars d'assaut dès qu'ils seraient prêts. Ils sont envoyés au nord de la rivière de la Somme. Pour l'assaut, Haig accumule 200 000 hommes, plus de 700 pièces d'artillerie et 49 nouveaux chars d'assaut. Ils affrontent plus de 100 000 soldats allemands sur un front de 11 km de tranchées. Mais avant de lancer l'attaque initiale, Haig doit éliminer les Allemands qui menacent son flanc dans le bois d'Elleville. Pour la première fois dans l'histoire de la guerre, les chars d'assaut mènent une attaque. Le bois d'Elleville était sur la ligne de départ de l'attaque qui a commencé avec 3 chars de la compagnie D. C'était le premier combat de chars d'assaut, le matin du 15 septembre 1916. Ce n'est pas ce beau paysage rustique que les soldats de blindés ont traversé. Il y avait des trous d'obus et des arbres fendus partout. C'était l'enfer sur Terre. Ils l'ont même surnommé Devil's Wood, la forêt du diable. Les 3 chars de la compagnie D avancent dans la pénombre juste avant l'aube. La vie de l'équipage est entre les mains d'une nouvelle arme qui n'a pas encore fait ses preuves. Après quelques minutes seulement, un char est paralysé par une panne. Un autre s'enlise. Mais le char surnommé Daredevil par son commandant, le capitaine Harold Mortimer, poursuit l'attaque. Le matin même, ça me semblait irréel. Qui aurait cru que mon char serait le premier au monde à tirer sur l'ennemi? J'ai vu des éclats de lumière en bordure du bois. J'ai donné l'ordre de tirer un obus de 6 livres. On a réussi à enjamber une tranchée, mais notre char a été touché. La chenille était brisée. Les 3 chars sont hors service, mais l'infanterie vient à bout de l'ennemi dans le bois d'Elleville. Haig passe à l'attaque principale. 200 000 soldats alliés s'engagent sur un front de 11 km. Leur objectif, libérer les villages de Courcelette, Morval et Flers. Les chars sont maintenant à la tête d'une attaque d'infanterie massive. Ils ont pour mission d'écraser les barbelés et de supprimer les tirs de mitrailleuses pour permettre à l'infanterie d'avancer et de prendre d'assaut les tranchées allemandes. C'est ici que la bataille a commencé, tôt le matin du 15 septembre. Les chars sont arrivés par cette route et se sont dirigés vers le village. Toute la 41e division était assemblée. Les chars ouvraient la marche pour l'infanterie. Toute l'armée se dirigeait vers le village. C'est là-bas qu'a eu lieu la première attaque de chars d'assaut. Après avoir traversé un barrage lourdement armé, les petits groupes de chars avancent lentement vers les lignes allemandes. L'intérieur du char n'était pas du tout confortable. Le moteur au centre du véhicule faisait un bruit assourdissant. Et les tuyaux d'échappement qui transportaient la fumée jusque sur le dessus du char étaient tellement chauds qu'on ne pouvait pas les toucher. En fait, ils finissaient par devenir roses et brillants dans le noir. La chaleur irradiait et vous aviez l'impression de griller. Plus près de la ligne de feu, le terrain chaotique forçait les chars à ralentir. Le char du lieutenant Basil Henricks approche du No Man's Land, le point de non-retour. Ce qu'on voyait devant nous semblait impossible à traverser. Il y avait des trous d'obus à tous les mètres. Ça ressemblait à une image de mer en pleine tempête. Au bout de 100 mètres, George a eu des problèmes de moteur. Il n'est jamais reparti.
La plupart des chars sont tombés en panne, que ce soit un calage du moteur, un problème mécanique ou un simple bris à l'intérieur du véhicule. En descendant une pente raide, le char d'Archie s'est arrêté soudainement. Il était hors combat. J'ai dû continuer sans lui. Seulement 9 chars d'assaut sont encore opérationnels. Parmi eux se trouve le lieutenant Arthur Arnold et son char surnommé Dracula. La route était une succession de cratères. C'était toute une expérience de descendre dans les trous avec le char, d'accrocher les chenilles au mur opposé et de remonter tranquillement. Imaginez-vous dans un compartiment à peine éclairé qui fait des ruades. Si vous ne vous accrochez pas solidement, vous tombez. En s'approchant des tranchées allemandes, le tireur Alfred Reifer de la compagnie D se retrouve devant un sérieux problème. Un ballon d'observation ennemi qui pourrait appeler une artillerie puissante en renfort. Pour continuer l'avancée de leurs chars et de l'infanterie, les Alliés doivent détruire ce ballon sur le champ. Percy Bolt était excité de m'annoncer qu'il allait tirer sur un ballon d'observation allemand. Il a lancé plusieurs projectiles et il l'a finalement touché. Une poignée de chars d'assaut traverse le No Man's Land et se dirige vers le front ennemi. Les Allemands sont sous le choc à la vue des monstres de métal qui s'approchent. En 1916, les Allemands ne connaissaient pas les chars d'assaut. Ils restaient immobiles et cherchaient d'où provenait le bruit. C'était un vacarme impressionnant. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils n'avaient jamais vu ce genre d'engin. La plupart d'entre eux n'avaient même jamais vu de voiture. Ils n'avaient que des mitrailleuses et des fusils. Les premiers chars d'assaut de l'histoire sont sur le point de traverser les lignes ennemies. Leur test ultime sur le champ de bataille. Les balles de mitrailleuse frappaient sur le char, comme une tempête de grêle. C'est la mort qui frappait à leur porte. « 15 septembre 1916. Le premier combat de chars d'assaut est en cours. Ici, sur le champ de bataille sanglant de la Somme, les Britanniques souhaitent écraser la défense allemande et mettre fin à 2 années de guerre de tranchées. Les ennuis mécaniques et le terrain accidenté empêchent l'avancée de la plupart des chars. Mais quelques-uns arrivent à traverser le No Man's Land et à progresser vers les lignes allemandes. Les balles de mitrailleuse frappaient sur le char. C'est la mort qui cognait à leur porte. On s'approchait des Allemands qui nous envoyaient tout ce qu'ils pouvaient. Une balle a frappé notre flanc et le sang s'est mis à couler le long de mon visage. Dracula a atteint la première ligne et une rangée de têtes allemandes est apparue le long du parapet. L'ennemi regardait avec stupeur l'engin qui s'approchait d'eux dans l'obscurité. En 1916, les Allemands ne connaissaient pas les chars d'assaut. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils n'avaient jamais vu ce genre d'engin. On regardait devant nous, immobile, comme si notre corps ne nous appartenait plus. Le monstre gigantesque s'approchait de nous lentement. Quelqu'un a crié « Le diable arrive !» Ils n'avaient que des mitrailleuses et des fusils. C'était futile. Le monstre cracheur de feu passait par-dessus les trous d'obus et se dirigeait progressivement vers nous.
La peur d'être écrasé sous les chars était très présente. Les soldats allemands ont appelé ce phénomène Panzerangst, qui signifie la peur des chars. Les tirs de mitrailleuses sifflaient au-dessus de nos têtes. Sortez, sortez, vite! Le monstre arrive! On avançait sur le dessus de la tranchée et on arrêtait. On tirait avec les Vickers sur notre flanc gauche et droit, puis on repartait. Un des chars encore opérationnels atteint l'objectif final au centre des lignes allemandes. Le village de Flers. Le village était enseveli sous les décombres. Seule la charpente de certaines maisons tenait encore debout. On se croyait en enfer. Bolt a repéré les mitrailleuses allemandes qui tiraient sur nous. On les a mis hors service avec 4 obus de 6 livres. Le village de Flers est libéré. De l'avion de repérage britannique, on voit le char D-17 sur la rue principale. La scène à Flers est impressionnante. Le char remontait la rue en tirant de tous les côtés sous les acclamations de l'infanterie qu'il suivait. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. En Angleterre, les Britanniques célèbrent leur nouvelle arme meurtrière. Le moment décisif de la bataille de Flers était juste ici. Le char D-17 s'est arrêté. Il s'est retourné et l'infanterie est arrivée pour l'aider à terminer la bataille. Est-ce que le char d'assaut était un succès? Oui. En 4 jours, le général Haig a commandé 1000 chars. On en déduit que le char d'assaut prenait sa place dans la stratégie militaire. Sept mois plus tard, en avril 1917, Haig déploie ses blindés meurtriers sur le champ de bataille près d'Arras. Son plan est d'exploiter un point faible de la ligne allemande. Il lance une attaque massive d'artillerie, d'infanterie et de chars d'assaut sur le village de Monchy-le-Preux. 11 avril 1917. L'attaque doit débuter à 5 heures du matin, mais la neige et le froid forcent les commandants alliés à retarder l'attaque de 2 heures dans l'espoir que la tempête se calme. Ils avertissent l'artillerie et l'infanterie, mais personne ne pense à en informer les chars d'assaut. À 5 heures du matin, 3 chars se dirigent seuls vers l'objectif. Sans le savoir, ils inventent une nouvelle tactique de blindés appelée l'attaque surprise, puisqu'elle n'est pas annoncée par un barrage d'artillerie. Jack Harris fait partie de l'équipage. Ça nous semblait étrange d'avancer sans le barrage d'artillerie habituel, mais les ordres étaient clairs. Partir à 5 heures du matin et libérer Monchy. Durant la Grande Guerre, l'artillerie était essentielle. Elle préparait le terrain avant l'attaque en pénétrant les défenses ennemies et en coupant les barbelés. Mais c'était aussi l'annonce d'une attaque imminente. À Monchy, en 1917, comme il n'y avait pas de barrage, les Allemands ont compris qu'ils étaient assiégés quand les chars étaient déjà dans le village. On regardait horrifiés les chars d'assaut qui s'avançaient et on a ouvert le feu. On espérait que le fossé les empêcherait de continuer. C'est sans espoir. Monchy-le-Preux est maintenant à la merci des chars d'assaut. On descendait le long de la rue principale et nos artilleurs tiraient sur tout ce qu'ils voyaient.
On utilisait toutes les armes qu'on avait. Les soldats ennemis sortaient des bâtiments à toute vitesse. Les chars ont commencé le massacre avec des tirs de mitrailleuses. Ceux qui n'étaient pas morts sur le coup criaient de douleur par terre. On est ressorti de l'autre côté du village et on s'y retournait. Les Allemands avaient compris qu'il n'y aurait pas d'attaque d'infanterie derrière nous. Je les voyais sortir des greniers et des sous-sols pour reprendre les positions qu'on venait tout juste de vider. Notre officier a dit « On va devoir passer une deuxième fois ». C'est ce qu'on a fait. Mais cette fois-ci, ce n'est plus une attaque surprise. Les chars ne tiraient pas en hauteur. Les canons étaient orientés vers l'avant. Ils n'avaient qu'à lancer une de leurs nombreuses grenades sur le dessus pour faire exploser le réservoir de carburant. Ça explosait aussi vers le bas et tuait tout l'équipage. Avec les réservoirs de carburant à l'intérieur, ce cercueil en métal pouvait se transformer en un immense brasier en quelques secondes. Un des chars est touché. Les deux autres continuent leur attaque, mais tombent sous une pluie de projectiles perforants. Quand une balle perforante pénètre le blindage du véhicule, elle rebondit à l'intérieur. Elle peut tuer un soldat, mais elle peut aussi atteindre un tuyau de carburant ou une pile de munitions et transformer le char en bûcher funéraire en un rien de temps. Les tireurs allemands détruisent le deuxième char et endommagent dangereusement le troisième, conduit par le lieutenant Jack Harris. J'ai réussi à traverser le champ infernal. Mais on était tous blessés. Une balle a traversé le masque du canon et s'est logée dans mon cou. Le sang coulait de partout. Harris est presque rendu à l'extérieur de la ville. Mais à 7 heures du matin, l'artillerie alliée commence son barrage sur Monchy-le-Preux, sans savoir que leur propre char était dans le village. La chance abandonne Harris et son équipage. Un obus britannique détruit leur char. Jack Harris est le seul survivant. L'attaque de chars d'assaut sur Monchy-le-Preux n'est pas un échec total. Les commandants de chars ont compris les avantages d'une attaque surprise. C'est cette nouvelle stratégie que les Alliés utiliseront lors de leur offensive hivernale. À la bataille de Cambrai, en novembre 1917, on utilisait les chars d'une toute nouvelle façon, à grande échelle. Il y en avait plus de 500. Tout est en place pour le début de la première attaque blindée massive de l'histoire. Novembre 1917. Les chars d'assaut britanniques sont présents en petit nombre sur les champs de bataille depuis un an. Leur importance dans la conduite de guerre contemporaine est incontestée. Les commandants alliés explorent maintenant de nouveaux horizons. Ils envoient des centaines de chars d'assaut sur le front de l'Ouest, avec pour équipage le premier corps d'armée blindé de l'histoire. L'ère du char d'assaut est sur le point de commencer. La devise du corps blindé britannique était « Par la boue, à travers le sang, au-delà, les vertes prairies ». Pour eux, durant la Grande Guerre, c'était l'idéal à atteindre. Avec le nouveau corps blindé, les Alliés souhaitent percer la ligne Hindenburg et capturer la ville de Cambrai, qui a pour l'ennemi une grande valeur stratégique.
Cette partie de la ligne allemande est l'un des secteurs les plus fortifiés de tout le front de l'Ouest. Elle est protégée par plus de 250 000 soldats, des dizaines de positions de mitrailleuses, un labyrinthe de barbelés et, pour la première fois, des contre-mesures spécifiques pour les chars d'assaut. Un des meilleurs moyens utilisés par les Allemands pour contrer l'efficacité des chars d'assaut était de creuser des tranchées de 4 mètres. Les chars ne pouvaient tout simplement pas traverser des tranchées de cette largeur. Ils avaient maintenant plus de 500 chars, et le Mark IV était beaucoup mieux que les précédents. Le blindage du Mark IV est plus épais, ce qui le rend moins vulnérable aux tirs de mitrailleuses. Le 20 novembre, 200 000 soldats et près de 500 chars d'assaut sont prêts à prendre l'offensive contre la ligne Hindenburg. C'est le début de la première attaque blindée massive de l'histoire, menée, entre autres, par le major William Watson. À ma gauche et à ma droite, je pouvais voir les chars dans la lumière pâle. Ils étaient alignés et se plaçaient tranquillement en position. Il y avait un char tous les 30 mètres. Quand les tirs ont commencé, les chars arrivaient au sommet de la colline. Les tranchées ennemies étaient déjà enveloppées d'une fumée épaisse. Les Allemands sont pris par surprise. C'était l'apocalypse. Les tranchées étaient inondées par une mer de flammes causée par les bombardements incessants. Quelqu'un a repéré ce qui s'en venait et a crié « Il y a un objet carré qui approche !» C'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait tout un troupeau de ces monstres de métal qui avançaient vers nous. Je m'accrochais à l'espoir que nos tranchées soient assez profondes pour les empêcher de passer. Les chars étaient équipés de fascines, c'est-à-dire de gros rouleaux de branchage déposés sur le nez du véhicule. Le but était de laisser tomber le rouleau dans les tranchées allemandes, qui étaient particulièrement profondes sur la ligne Hindenburg. Sans cet artifice, les chars ne pouvaient pas passer. Ils avaient toute une stratégie pour traverser les tranchées. Le premier char laissait tomber le bois, enjambait la tranchée et couvrait le passage du second char. L'ennemi ne pouvait rien faire contre ce balai meurtrier. L'offensive des Alliés était un succès. Les chars d'assaut progressaient rapidement. Ils nous encerclaient en remplissant les tranchées à notre gauche et à notre droite. Puis ils ouvraient le feu. On était sans défense contre ces monstres. Ce n'était plus une bataille, c'était plutôt un massacre. À la bataille de Cambrai, les Allemands ont été victimes d'une nouvelle stratégie de blindés. Ils n'étaient absolument pas préparés à ce genre d'attaque, que ce soit du point de vue militaire ou psychologique. La victoire semble certaine, mais la bataille de Cambrai est loin d'être terminée. Les Alliés avancent progressivement, mais les Allemands leur préparent une surprise funeste. « 20 novembre 1917. Les Alliés lancent la première attaque blindée massive de l'histoire. À la tête de l'infanterie, près de 500 chars britanniques Mark IV traversent les premières tranchées de la ligne Hindenburg. Leur objectif, la ville française de Cambrai. C'était un franc succès. L'ennemi ne semblait pas équipé pour combattre autant de chars. Après avoir traversé 2 lignes de défense allemandes, les chars d'assaut sont maintenant prêts à percer la ligne Hindenburg. Le bataillon H fait partie de la vague de blindés qui monte le long du flanc gauche de la crête de Flesquières. Le char Harrier, commandé par le major Gordon Hassel, s'arrête au sommet, suivi des autres véhicules. Cambrai est visible au loin. Mais tout est trop calme. J'ai dit à mon conducteur, le sergent Callahan, « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. »
L'obus d'un canon de campagne allemand détruit Hong Kong. Harrier et les autres chars essaient désespérément de se mettre hors de portée de tir. On redescendait la colline à une bonne vitesse. J'ai entendu une énorme explosion et j'ai vu une de nos chenilles s'envoler. Un autre obus a percé le toit. Un troisième tir a atteint l'arrière et nous a mis hors combat. Le canon qui détruit Harrier touche aussi les chars Huntsman et Harvester. La pièce utilisée par les Allemands pour surprendre les Alliés devient leur arme de choix contre les chars d'assaut. Le canon de campagne Krupp de 77 mm. Construit pour les tirs indirects sur les tranchées ennemies, le 77 mm est modifié pour le tir direct contre les chars. Ces obus perforants de 6 kg atteignent la cible avec précision jusqu'à une distance de 1 km. À l'été 1917, les Allemands ont commencé à entraîner leurs tireurs pour les missions anti-chars. On les voit en action pour la première fois sur le champ de bataille de Cambrai, près du village appelé Flesquières, où une ligne de chars britanniques est tombée par hasard sur une de ces batteries allemandes anti-chars. Avec leur réservoir de carburant à l'intérieur, les chars d'assaut sont particulièrement vulnérables aux canons de campagne. Le carburant était ici, sur le devant du char, 113 litres de chaque côté. Si un obus arrivait à percer le blindage, les munitions s'enflammaient et c'est le char au complet qui explosait. Personne n'en sortait vivant. Les chars sont apparus soudainement devant nous près de Flesquières. J'ai ordonné de régler les viseurs à 700 mètres. Notre troisième tir a touché un char. On en a tiré 3 de plus sans délai. Le dernier canon a détruit 4 autres cibles. C'était comme dans un stand de tir. Les Britanniques ne savaient pas que l'ennemi l'attendait de l'autre côté. En combat rapproché, avec des tirs directs, nos artilleurs courageux ont détruit tous les chars à leur portée. Les pièces de métal dispendieuses des chars ennemis n'étaient plus que de la ferraille éparpillée sur le champ de bataille. Après 2 jours de combat, les Alliés perdent 179 chars, mais arrivent à libérer Flesquières. Ils sont maintenant en direction de leur objectif principal, Cambrai. C'était considéré comme une grande victoire. Mais le succès de Cambrai est une illusion. La bataille de Cambrai était le premier grand combat de chars de l'histoire. Les chars ont progressé sur plus de 30 km. Mais on oublie souvent que les Allemands ont repris possession du territoire quelques jours plus tard, avec des pertes minimes. Les Allemands trouvent un autre moyen de contrer les blindés britanniques en construisant leurs propres chars d'assaut. Le premier combat entre chars de l'histoire est sur le point de commencer. Durant la Première Guerre mondiale, le char d'assaut devient l'arme par excellence des Alliés pour traverser les tranchées allemandes. En 1917, des centaines de chars sont présents sur le front de l'Ouest. Mais à l'insu des Alliés, le haut commandement allemand développe secrètement son propre char d'assaut.
De nos jours, on croit à tort que c'était une tâche facile, mais c'était tout un défi de construire un char d'assaut à l'époque de la Première Guerre mondiale. C'était un peu comme la technologie nucléaire d'aujourd'hui. En mars 1918, un an et demi après l'inauguration du char britannique, l'Empire allemand envoie au front un monstre de 30 tonnes. Le A7V est muni de 2 moteurs à essence de 100 chevaux vapeur et protégé d'un blindage latéral de 15 mm. Il est armé d'un canon principal de 57 mm et de 6 mitrailleuses lourdes. Le char utilisé par les Allemands en 1918 était un animal étrange. C'était une énorme bête, armée d'un canon de campagne et de mitrailleuses, qui contenait de 18 à 23 soldats, tous entassés à l'intérieur. Il fait son entrée sur le champ de bataille de Villers-Bretonneux en 1918. 24 avril 1918. Armés de leur nouveau char d'assaut, les Allemands capturent la ville de Villers-Bretonneux et continuent vers le village de Cachy, plus au sud. Sans le savoir, le lieutenant Frank Mitchell et ses 3 chars britanniques sont sur le point d'entrer dans l'histoire. On a reçu l'ordre de prendre Cachy coûte que coûte. Soudainement, un soldat de l'infanterie a crié « Des chars allemands droit devant !» J'ai regardé au loin et j'ai aperçu, à environ 300 mètres, un monstre massif qui avançait. Un peu plus loin, à sa droite et à sa gauche, il y avait 2 autres de ces tortues blindées. Un grand frisson nous a traversé le corps. On avait enfin rencontré un rival à notre hauteur. C'était le premier affrontement entre chars de l'histoire. Ni les Allemands ni les Britanniques ne savaient comment mener une bataille entre chars. Les 2 camps étaient abasourdis à la vue de l'ennemi et improvisaient du mieux qu'ils pouvaient. Ce sont d'abord les Britanniques qui ont ouvert le feu lors de ce tout premier combat de blindés de l'histoire. On avançait en zigzag. Le tireur de droite a lancé un coup d'essai. Trois chars britanniques et 3 chars allemands s'affrontent sur le terrain recouvert de cratères. Le char allemand de tête tire son canon principal. Les flancs de 2 Mark IV sont touchés. Leurs mitrailleuses ne leur sont d'aucune utilité contre le lourd blindage du A7V. Ils se replient, laissant le char de Mitchell seul avec l'ennemi. Les 2 chars n'ont pas fui la bataille parce qu'ils avaient peur, mais bien parce que ces Mark IV, qu'on appelait type femelle, n'étaient armés que de mitrailleuses. Le 3e char était un Mark IV mâle, armé d'un canon. Le tireur de droite a lancé un coup d'essai. L'obus a explosé sur le sol derrière le char de tête. Pas de riposte. On a tiré un autre obus. Il a atterri à sa droite, mais toujours pas de riposte. Tout à coup, une tornade de grêle frappait sur le métal de notre char. À l'intérieur, des myriades de fragments volaient dans tous les sens. J'ai reçu un éclat de métal en plein visage. Les chars allemands venaient de nous assaillir de projectiles perforants. Le sol était criblé de trous d'obus. On était comme dans un bateau en eau trouble. C'était difficile de bien viser. Une autre bordée de projectiles perforants a fait un premier mort en traversant le flanc du char. C'était le tireur Lewis. On s'est retourné.
J'ai pris le risque d'arrêter le char un instant. C'est une manœuvre dangereuse. Mitchell est maintenant une cible fixe pour les chars allemands. Avril 1918. 3 chars britanniques et 3 chars allemands s'affrontent dans cette première bataille entre chars d'assaut de l'histoire. Après le repli forcé de ses compatriotes, le commandant britannique Frank Mitchell immobilise son char pour permettre à son tireur de mieux viser les A-7V allemands. J'ai pris le risque d'arrêter le char un instant. Le Mark IV est maintenant une cible fixe. La pause était justifiée. Un tir précis a atteint la tourelle du char allemand qui s'est immobilisé aussitôt. Le projectile tue un tireur et en blesse 2 autres. Un autre grondement, suivi d'une fumée blanche, nous confirmait un 2e coup au but. Finalement, un 3e tir bien visé a atteint la cible. Et le monstre est tombé. Les 2 autres A-7V continuent leur avancée. S'ils arrivent à concentrer leurs tirs sur le char britannique, Mitchell et son équipage n'ont aucune chance de survie. Je me suis dit, on n'en a plus pour longtemps. On a lancé quelques coups d'essai quand tout à coup, à mon grand étonnement et à mon grand soulagement, un des chars s'est lentement mis en marche arrière. Son compagnon l'a suivi et ils ont disparu en quelques minutes. Ils nous ont laissés seuls, en pleine possession du territoire. Le combat s'est terminé en quelques minutes. Cette première rencontre entre les chars allemands et britanniques au printemps 1918 devient un tournant dans l'histoire de la guerre contemporaine. Sept mois plus tard, la Grande Guerre est finalement terminée. Les chars d'assaut n'ont pas gagné la guerre, mais leur simple présence sur le champ de bataille était essentielle aux Alliés. Ils étaient un ingrédient parmi tant d'autres qui ont mené à la victoire. Le char d'assaut a transformé la conduite de guerre pour toujours. Après avoir développé une arme pareille, on ne peut plus revenir en arrière. La devise du corps blindé britannique était « Par la boue, à travers le sang, au-delà, les vertes prairies ». Pour eux, durant la Grande Guerre, c'était l'idéal à atteindre. And that was what they hoped to achieve.